Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce cours, ce dernier cours de l'année consacré à la perception des formes géométriques. Et je vais essayer aujourd'hui de rassembler un petit peu tous les éléments en vous parlant de la modélisation des résultats que je vous ai rapportés juste ici, en vous présentant aussi de nouveaux résultats expérimentaux, vous allez voir, mais on va essayer de documenter de façon un petit peu plus précise l'idée que pour modéliser les formes géométriques et la manière dont elles sont perçues par les êtres humains, il faut faire appel à une sorte de langage de la pensée. On va proposer un langage très simple, de sorte que les séquences et les formes qui sont les plus communes dans les différentes cultures humaines sont aussi celles qui, dans ce langage, ont la forme de description la plus courte, ce qu'on appelle la longueur minimale de description, ou la longueur de la description minimale, et que ça explique donc pourquoi ces formes sont faciles à reconnaître ou mémoriser, parce qu'elles ont une sorte de programme mental très court. Ce sera la première partie. Et dans la deuxième partie, je ne vous cacherai pas, puisqu'ici au Collège de France, on parle de la science en train de se faire, je ne vous cacherai pas les problèmes qui existent. Et on va voir deux sortes de problèmes. Le premier problème, c'est comment implémenter ces langages de la pensée. C'est une vision algorithmique, mais il va bien falloir que ce soit implémenté dans des réseaux de neurones. Et on verra que les réseaux de neurones actuels n'y arrivent pas, en tout cas s'en approchent un tout petit peu, mais sont encore loin de représenter l'information sur les formes de la manière dont les êtres humains la représentent. Et puis on verra un deuxième défi qui est un défi pour tout le monde, c'est le fait qu'on doit faire appel également à une représentation des axes de coordonnées. Et on parlera trop brièvement sans doute d'une théorie alternative qui est la théorie du codage par l'axe médian. Vous voyez que peut-être ça se complète et qu'il faut faire appel à une combinaison de théories pour bien comprendre comment les formes sont codées dans l'espèce humaine. Alors, je commence par cette première partie, donc créer un langage de la pensée explicite pour essayer de rendre compte de l'ensemble des formes qui sont produites par les êtres humains partout dans le monde. C'est ce que nous avons tenté de faire avec Matthias Sablemeyer dans cet article tout récent de Cognitive Psychology. L'idée, c'est donc de proposer une sorte de langage informatique, un petit peu comme Logo. Vous savez, ce langage où on décrit les mouvements d'une tortue qui fait des dessins à l'écran, mais avec des primitifs qui sont psychologiquement plausibles et avec une longueur de programme qui correspond à la complexité perçue par les êtres humains. Alors on a été amené à proposer un langage avec des fonctions extrêmement simples. D'abord, des concepts de nombre, et par simplicité, pour rendre le programme minimal, on a simplement postulé qu'il y avait un concept de nombre 1 et de successeur, mais aussi une capacité de faire des fractions de ce nombre. Ensuite, des concepts de géométrie pour tracer une droite, pour pouvoir aussi tourner et pour pouvoir simplement se déplacer. Alors ça correspond à l'idée qu'il y a un système de déplacement dans l'espace. Vous savez qu'il y a des neurones qui représentent les coordonnées spatiales dans l'hippocampe, dans le cortex entorhinal. Il y a des neurones qui représentent la direction de la tête, donc le sens de la direction, c'est quelque chose qui existe chez beaucoup d'espèces animales et nous appuyons là-dessus pour supposer qu'il y a un concept de direction et de tracé tout droit ou avec une courbe dans le programme. Et puis, il y a des structures de contrôle qu'on va voir tout de suite, répétées, concaténées sous programme, qui permettent d'exprimer, par exemple, un carré. Un carré, ce serait simplement répéter 4 fois la concaténation d'un tracé d'une ligne, d'une longueur fixe, et puis tourner, et par défaut, tourner, c'est 90 degrés, ici dans le programme. Donc vous voyez qu'on arrive à un programme très simple qui est capable de tracer un carré. Voilà. Et toutes les formes que vous voyez ici à gauche peuvent être tracées assez facilement. Par exemple, tracer une spirale, c'est presque comme aller tout droit, c'est presque aussi simple que de tracer une ligne droite, mais c'est aller tout droit en tournant d'un angle constant. Si on tournait d'un angle constant, ça ferait un cercle. C'est tourner d'un angle constant, mais en accélérant ou en décélérant, et à ce moment-là, on arrive à une spirale. Voilà. Donc, essentiellement, les concepts de base, on les a listés ici. Vous avez des structures de contrôle très simples, mais le concept de base, c'est l'idée d'être capable de répéter avec une récursion enchâssée et avec des variations dans les répétitions. Alors si on regarde dans le détail, donc il y a des structures de contrôle ici, qui ne sont pas spécifiques à la géométrie d'ailleurs, qui sont simplement la capacité de composer un programme avec des instructions successives, donc la fonction de concaténation, qui est représentée par le point-virgule, ici simplement mettre des lignes successives dans un programme. La notion de répétition, qui permet de répéter un programme un certain nombre de fois. Et puis, crucialement, la notion de sous-programme qui permet d'appeler de façon récursive une fonction et de revenir au point où on était au départ. C'est ça qui va nous permettre, par exemple, de dessiner un carré de cercle.
Avec cette notion-là, un carré fait de cercle ou un cercle fait de carré, j'arrive à vous décrire un programme très petit, en quelques mots, et qui va vous permettre de dessiner une forme très complexe. Voilà. Donc ces 3 instructions de contrôle sont les clés, et puis en dessous, on a des instructions qui sont spécifiques soit à la géométrie, soit à l'arithmétique, qui vont permettre de définir le nombre de répétitions ou les angles particuliers ou les distances particulières qui sont exploitées pour dessiner une forme. Voilà. Et toutes ces notions, dans l'article, on décrit un petit peu en détail comment on peut considérer, dans une certaine mesure, qu'il y a déjà des données qui suggèrent qu'elles existent dans l'espèce humaine, mais aussi probablement dans d'autres espèces. Ce qui est particulier à l'espèce humaine, c'est la capacité de les enchasser, de les concaténer sous une forme symbolique, sous forme de programme. Alors, on a fait tourner ce programme, c'est le travail de Mathias Sablemeyer, et on peut, comme le programme est suffisamment simple, comme le langage est suffisamment simple, on peut assez facilement lister toutes les formes qui sont d'un coût donné, c'est-à-dire d'une longueur de programme donné. Alors, au niveau le plus simple, le programme le plus simple trace un segment de droite. Au niveau 2, le programme trace un cercle. Voilà. Au niveau 3, on commence à pouvoir tracer des choses un peu plus complexes, par exemple une spirale ou des pointillés, ou par concaténation, une droite et un cercle. Vous voyez, c'est la concaténation des 2 programmes du niveau du dessus, etc., etc. Et vous voyez qu'il y a une explosion combinatoire extraordinaire et qu'on peut générer plein de formes de plus en plus complexes. Le carré, par exemple, apparaît ici. C'est un programme simple, la spirale avec plusieurs tours. Ici, le demi-cercle, etc., etc. Donc, nous avons un petit langage qui permet de capturer la plupart des formes qui sont utilisées dans l'espèce humaine. Vous avez des formes qui sont très classiques. On ne l'a pas mis ici, mais par exemple la svastika, qui est un symbole qui apparaît dans beaucoup de cultures, peut apparaître, etc., etc. Vous avez le triskel breton, etc. Alors, derrière, il y a quand même une idée qui est assez complexe. C'est l'idée que lorsque vous regardez une forme comme celle-là, vous la codez mentalement comme un programme. Autrement dit, vous faites de l'inférence de programme. Vous ne vous contentez pas de stocker l'image ou de traiter l'image comme le font les réseaux de neurones à convolution, et c'est peut-être pour ça qu'ils ne fonctionnent pas bien, qu'ils ne modélisent pas bien ce qui se passe chez nous. Chez l'espèce humaine, l'idée c'est que lorsque vous voyez un zigzag, eh bien quelque part dans votre tête, vous avez un programme implicite qui dit il faut répéter 3 fois l'alternance d'une droite dans un sens et d'une droite dans l'autre sens. Voilà. Ou peut-être répéter 6 fois, de tourner d'un certain angle, mais en changeant de signe à chaque fois. Vous voyez, il y a une notion implicite de programme qui vous permet de reproduire ce dessin. Et c'est pour ça que, dans notre hypothèse, dessiner et percevoir, ce sont des opérations extrêmement liées entre elles et qui font appel à la même représentation mentale abstraite. In fine, c'est une représentation amodale, abstraite, et qui permet à la fois de produire un dessin et de comprendre un dessin. Alors c'est bien gentil de dire ça verbalement, mais pour l'implémenter dans un système effectif, ça n'est pas si facile, et c'est là qu'on a fait appel à la collaboration avec l'équipe de Josh Tenenbaum à MIT pour rendre effectif cette notion d'inférence de programme. Et il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement difficile, parce que vous ne pouvez pas, pour inférer un programme, vous ne pouvez pas explorer facilement l'espace de tous les programmes possibles, qui est extrêmement vaste. Et vous n'avez pas de méthode comme la descente de gradient, parce qu'il y a un programme très particulier, mais les programmes voisins génèrent des formes très différentes. Donc c'est assez complexe de faire de l'inférence de programme, et ce qui est très intéressant, c'est que la collaboration avec Josh Tenenbaum a conduit et ses travaux précédents avec le groupe de MIT, ont conduit à un algorithme qui s'appelle Dreamcoder, qui, d'une certaine manière, nous inspire pour la recherche en psychologie cognitive. Parce que cet algorithme a plusieurs composants. Vous voyez qu'il y a des composants de veille, il y a des composants de rêve, et il y a des composants d'abstraction. Et ces 2 dents de bas, ici, opèrent dans le sommeil. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais disons qu'il y a 3 astuces. Et 3 astuces qui ont une capacité d'être plus générale que le cas particulier de la géométrie. La première, c'est qu'il y a des programmes descendants, abstraits, qui génèrent des images, mais il y a des réseaux de neurones ascendants qui prennent l'image et qui génèrent des suggestions pour le programme. C'est ce qu'on voit ici, vous voyez. Donc il y a une librairie de programmes, mais ce serait trop difficile de les chercher dans leur intégralité, de les explorer dans leur intégralité. Il y a un réseau de neurones qui va suggérer quelle est la grammaire la plus plausible qui a pu conduire à cette image.
Alors c'est une idée extrêmement intéressante qui avait été développée également par Tomer Ullmann dans le premier séminaire de ce cours, hein, que de façon descendante, on a des modèles génératifs. Ces modèles génératifs donc, partent d'une représentation abstraite, génèrent une image, et ensuite, le système dispose donc de données abstraites et concrètes, et il est capable d'apprendre à un réseau de neurones la transformation inverse, et de guider par la transformation inverse la recherche du programme abstrait. Voilà. Donc c'est une idée très intéressante parce que ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de vraies données pour s'entraîner. Le système peut générer ses propres données et les utiliser pour s'entraîner à retrouver le programme qui correspond, ou la représentation abstraite qui correspond à une entrée donnée. Alors, c'est la deuxième idée qu'on voit ici, c'est cette phase de rêve. Dans la phase de rêve, le système va soit rejouer des programmes qu'il a vus dans l'état de veille et qu'il a cru inférer, soit des fantaisies ici, de l'imaginaire, des programmes tirés plus ou moins au hasard de la librairie de programmes qui vont eux-mêmes générer des images et on va apprendre la transformation inverse. Et il y a cette idée très intéressante que dans le rêve, bon, on sait qu'il y a du replay, on rejoue les états qu'on a eus pendant la veille, mais il peut y avoir peut-être l'idée que le replay sert à s'entraîner, qu'on n'a plus besoin de données du monde extérieur, mais qu'on peut générer ses propres données et s'entraîner à, quelque part, inverser le processus qui a conduit à générer ces données. Alors c'est ce que fait ce logiciel, hein, c'est un logiciel parfaitement implémenté, c'est une sorte de preuve de concept que cette idée d'inférence de programme peut fonctionner. Il y a une troisième étape, une troisième astuce si on peut dire, c'est une autre phase du sommeil ici qui est supposée réaliser une forme d'abstraction. Parce que lorsqu'on va vers des formes de plus en plus complexes, l'explosion combinatoire est absolument gigantesque. Pour réduire cette explosion combinatoire, il y a un dispositif ici qui comprime les programmes. Il détecte des sous-programmes qui sont utilisés régulièrement. Par exemple, ici, une petite branche qui ajoute 1, qui incrémente. Et cette étape cherche des branches qui sont utilisées de façon régulière et leur assigne un nom et leur assigne une sorte de nouvelle primitive. Donc le langage s'enrichit de primitives nouvelles qui permettent de rendre la recherche beaucoup plus efficace parce qu'on ne recherche plus dans l'ensemble de la grammaire mais dans une grammaire plus restreinte qui fait appel à ces nouvelles primitives. Voilà. J'espère que je suis assez clair. Vous voyez que c'est très astucieux, c'est nécessaire pour rendre l'inférence de programme plausible. Et ça conduit à des hypothèses assez précises sur ce qui pourrait se passer pendant le sommeil. Pendant le sommeil, la raison pour laquelle c'est du sommeil, c'est que le système est occupé par ces opérations. Il ne peut plus, dans ce temps-là, reconnaître des objets du monde extérieur. Mais il est occupé à consolider ses connaissances, soit en détectant des opérations utiles, des sous-programmes, des nouvelles primitives utiles, soit en se réentraînant lui-même sur la base de ce qu'il est capable de générer en interne. Voilà. Donc c'est une architecture qui a été effectivement simulée par notamment Kevin Ellis et Josh Tenenbaum et qui a été appliquée par Matthias Sablemeyer au cas spécifique de notre langage de la géométrie. Mais il y a d'autres exemples dans l'article de Ellis ici. On peut apprendre par exemple des programmes Lisp, des programmes dans toutes sortes de domaines. Donc c'est une intelligence artificielle symbolique qui recherche parmi les langages de la pensée, parmi les programmes dans un langage de la pensée, quel est le programme le plus approprié pour une situation donnée, pour une tâche donnée. Voilà. Alors, est-ce que peut expliquer notre langage de la géométrie ? Ben, vous voyez qu'il génère toutes sortes de formes, comme je l'ai dit, avec des coûts différents. Plus les programmes est long, plus des formes sophistiquées sont générées. Et grâce à cette adaptation à des primitives nouvelles, le programme peut, dans une certaine mesure, expliquer qu'il y a des divergences culturelles. On a tous les mêmes programmes de la géométrie, mais si on se spécialise pour certaines formes, on va coder des primitives nouvelles, par exemple tourner à angle droit ou dessiner un carré, ou bien au contraire faire une spirale, et ces nouvelles primitives vont faire dériver le système vers telle ou telle culture, si l'on peut dire. On a mis des guillemets ici, mais ce que vous voyez, c'est que si le système est entraîné à reconnaître des formes avec des carrés, ici, ou bien s'il est entraîné avec des formes plutôt circulaires, avec des demi-cercles, des spirales, etc., eh bien, lorsqu'il va générer des programmes nouveaux, sa recherche va être canalisée vers des hypothèses qui sont plutôt proches
de celle de l'espace d'entraînement. Et donc vous allez avoir un système qui génère plutôt des formes avec des carrés ou un système plutôt avec des formes, disons, spiralaires. Et on va voir apparaître des triscales, des formes qu'on pourrait appeler celtiques ici, dans le programme de droite et beaucoup plus fréquemment que dans le programme de gauche. Donc tout ceci pour vous dire qu'on commence à avoir l'idée à la fois d'une universalité, le programme est le même pour tous les êtres humains, mais d'une spécialisation, parce que l'espace des programmes est gigantesque et qu'il est utile pour chercher le programme efficace de développer de nouvelles primitives qui canalisent les programmes possibles dans une certaine direction. Bon, plus important quand même, est-ce que ce programme rend compte de la complexité des formes et la complexité psychologique, c'est-à-dire ce que les êtres humains trouvent simple ou pas simple? Alors, dans une première expérience qui est dans cet article-là, Mathias Sablemeyer et moi avons conçu une tâche qui permet de mesurer la complexité de toutes ces formes géométriques. C'est un peu plus compliqué qu'avec les quadrilatères dont je vous ai parlé dans le second cours, mais voilà l'idée. On va présenter l'une de ces formes, parmi toutes celles qui sont à gauche ici. On va demander au sujet de l'encoder et de choisir, après un délai, la forme qu'il avait vue parmi 6 formes possibles. Donc il y a une phase d'encodage. En fait, le sujet appuie sur un bouton et il peut appuyer aussi longtemps qu'il veut. Quand il lève la main, la forme disparaît. D'accord ? Donc c'est lui qui détermine combien de temps il va passer à examiner cette forme et ça nous donne un temps d'encodage. Et puis on va lui demander de choisir parmi les formes de droite après un délai. Et donc on obtient 2 types de données. On obtient le temps d'encodage, qui est ici, et puis le temps de choix. Combien de temps faut-il pour choisir la bonne forme parmi les différents distracteurs possibles ici? Et vous voyez qu'on a mis des distracteurs qui sont relativement proches de la forme en question. On a choisi parmi les formes possibles des distracteurs proches. Et vous voyez qu'on obtient un très bel effet de complexité de cette variable ici de minimal description length, c'est-à-dire la longueur du programme, donc c'est ce qui est marqué coût ici. Vous voyez que plus la forme a un coût élevé, plus le temps de réaction va être long à la fois pour l'encodage et pour le choix de la forme parmi des distracteurs. Donc on capture avec notre concept de programme mental quelque chose d'authentique lié à la psychologie humaine, la complexité subjective de ces formes. On peut d'ailleurs demander aux gens quelle est la complexité des formes et on obtient des résultats similaires. Alors, vous avez sans doute des critiques, il y a énormément de confusion possible. Par exemple, c'est vrai que quand on complexifie les programmes, il y a tendance à avoir plus de lignes sur l'écran. C'est relativement logique. Ce n'est pas absolument le cas. Il y a des programmes relativement complexes, mais qui conduisent à peu de lignes, par exemple celui-ci ou celui-ci. Donc on peut, dans une certaine mesure, décorréler toutes sortes de variables de la complexité du programme. Et ça a été fait par Mathias Sablemeyer ici. Donc vous avez la longueur de description minimale, qui est la complexité de notre programme ici, et toutes sortes de variables confondantes, par exemple le niveau de grille de l'image moyen, le nombre d'intersections à 4 lignes, le nombre d'intersections à 2 lignes, le fait que la forme soit fermée ou pas, etc., etc. Toutes ces colonnes correspondent à des variables possibles qui pourraient essayer d'expliquer les données. On voit que certaines d'entre elles expliquent les données, donc là c'est le temps de choix et ici le temps de réponse à la forme. Et vous voyez que dans les 2 cas, on continue d'avoir une contribution importante de la longueur de description minimale. Donc on ne peut pas expliquer ces données en se passant d'une notion de programme mental. Même si on essaye, ici on va encore plus loin, on commence par calculer les résidus dans une régression sur les temps de réaction une fois qu'on a mis toutes les variables sauf celle du programme mental, et on continue de trouver un effet du programme mental. Il y a une exception ici, mais c'est une seule forme, c'est la ligne, c'est le segment, donc qui est un peu particulier, mais sinon vous voyez qu'on continue d'avoir une bonne régression ici. Et puis, dernier contrôle, ceci est toujours pour les aficionados des statistiques, on peut aussi créer un contrôle qui est intéressant, c'est faire un bootstrap sur les théories alternatives. On mélange en fait les longueurs de description minimale à travers les formes, où on peut créer des programmes avec des instructions différentes, et on continue de trouver que le programme qu'on a proposé rend bien compte des données. Voilà. Mais plus important encore, parce qu'après tout, ce programme, il est spécifique, il y a des instructions particulières, on aurait pu faire d'autres choix, il y a des choix arbitraires forcément dans cette théorie. Il nous a paru intéressant de tester une prédiction générique de la notion de langage de la pensée. Et cette prédiction générique, c'est
précisément que c'est la longueur du programme le plus court qui doit déterminer la complexité d'une forme. Or, il y a des règles simples qui seront vraies de n'importe quel programme de la pensée qui ont des instructions de type répéter, concaténer ou enchâsser les instructions. Et vous allez comprendre tout de suite, il y a des règles additives. Imaginez que vous deviez répéter plusieurs fois un programme. Vous avez une instruction de type for e equals 1 to n pour répéter. C'est une ligne que vous pouvez rajouter à n'importe quel programme. Donc ce que ça veut dire, c'est que pour répéter un programme, vous avez la longueur du programme et puis une constante qui est simplement l'instruction for, l'instruction répéter. D'accord ? Donc vous prédisez que pour répéter une forme, même si le dessin se complexifie de façon importante, vous allez répéter 5 cercles, ben en réalité, vous avez la complexité de dessiner un cercle plus une constante qui dépend évidemment du nombre de répétitions, qu'on peut imaginer qu'elle soit en fonction du log du nombre de répétitions. Même chose pour la concaténation. Qu'est-ce que c'est que concaténer deux programmes? Ben, c'est lister le premier programme, lister le deuxième programme. La longueur va être la somme des longueurs des programmes individuels, éventuellement plus une constante pour la concaténation. Et puis pour l'enchâssement, et c'est là que c'est le plus intéressant, en enchâssant les programmes, vous pouvez faire des choses compliquées. Mais la complexité doit être la somme des programmes individuels plus une constante pour l'instruction d'enchâssement. Et c'est tout. Voilà. Donc pour dessiner un carré de cercle, eh bien, vous avez la complexité du carré, vous avez la complexité du cercle, et puis c'est tout, une constante supplémentaire. Voilà. Donc ce sont des lois générales qu'on devrait trouver dans la complexité des formes. Alors on a essayé de tester cette idée avec des formes de base ici, vous voyez, carré, cercle, et puis des formes un petit peu plus compliquées, de complexité croissante selon notre hypothèse. Et puis on les a utilisées dans des programmes où on répète, par exemple, 4 fois ici la même forme, dans des programmes dans lesquels on concatène une forme et une autre. Donc vous avez une matrice complète ici, 5 par 5, dans laquelle vous pouvez avoir carré, carré, carré cercle, carré S, etc. Et puis, plus important encore, des images assez complexes qui résultent de l'enchâssement d'une forme dans une autre. Donc vous avez un carré de cercle, un carré de S, etc., etc. Et toutes les combinaisons possibles. Et on va regarder quelle est la complexité subjective, mentale, de ces différentes images. Alors on va utiliser exactement la même astuce qu'auparavant. Le sujet va voir l'une de ces images, par exemple celle-ci. Il appuie sur un bouton aussi longtemps qu'il veut pour l'encoder mentalement, pour la retenir en mémoire. C'est lui qui détermine subjectivement quand est-ce qu'il pense qu'il l'a retenue. On lui met un délai et ensuite il doit choisir parmi 6 formes possibles laquelle a été présentée en premier. J'aurais dû enlever celle-là pour que vous puissiez faire le test vous-même. Vous voyez qu'il y en a une qui colle ici. Et puis il y a beaucoup de distracteurs dans lesquels on a muté soit la forme locale, soit la forme globale. Voilà, c'est ici. La forme globale n'est pas la même, mais la forme locale est la bonne. Soit les deux, etc., etc. Donc on a différents mutants des programmes de départ. Et vous devez choisir le bon. Eh bien, donc on a de nouveau des mesures différentes, mesures de temps d'encodage, mesures de temps de choix, puis on a aussi obtenu des jugements de la complexité subjective, celui de demander aux gens à quel point c'est complexe. Et je vais vous expliquer un tout petit peu ces courbes ici, mais le premier aperçu que vous avez, c'est qu'il y a un effet de complexité et il y a un effet additif d'une autre variable ici. D'accord ? Donc il y a un effet de complexité et un effet additif. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc on a effectivement des formes de complexité variable, les 5 formes ici. Et par exemple, quand on les répète 2 fois ou 4 fois, eh bien, c'est presque additif, ça dépend un tout petit peu des variables qui sont mesurées, mais vous voyez qu'on ajoute une notion de complexité, mais on se contente d'ajouter quelque chose qui dépend du nombre de répétitions ici. Lorsqu'on concatène 2 formes, donc ici on a par exemple un carré à gauche, alors ici c'est la forme de gauche, pardon, donc un carré à gauche d'un cercle, ça serait le point qui est ici. Eh bien, vous voyez qu'on a un premier effet de complexité, et la séparation verticale entre les courbes, c'est le deuxième effet de complexité. Et la somme des deux explique les jugements des sujets, que ce soit le temps d'encodage, le temps de choix ou la notion de complexité ici. Alors, le modèle fait une prédiction simple, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'interaction entre les deux variables. Ça devrait être un effet additif. Donc on doit avoir des effets de la forme de gauche, de la complexité de la forme de gauche, des effets de la complexité de la forme de droite, mais le temps de réaction devrait être la somme des deux.
Alors on a testé ça dans un modèle statistique, et catastrophe, il y a un terme d'interaction. Sauf qu'on n'avait pas bien réfléchi. En réalité, la diagonale ici, ce sont des formes répétées. Cercle à gauche d'un cercle, carré à gauche d'un carré, etc. Donc en fait, ce sont les données qui sont ici à gauche, c'est la répétition par 2. Voilà. Et notre hypothèse même prédit que ça, c'est plus simple. Il n'y a pas besoin de 2 programmes pour faire un cercle à gauche d'un cercle, c'est le même programme qu'on répète 2 fois. Donc, c'est exactement ce qu'on trouve ici. On vous a mis les données en gris. Les données en gris, c'est le cas de la répétition, qui est systématiquement beaucoup plus simple que la concaténation de 2 formes. Et une fois qu'on élimine ces données de répétition, ici qui sont en gris, l'additivité est parfaite. Il n'y a pas d'interaction entre la complexité de la forme de gauche et la complexité de la forme de droite. Et alors, de façon remarquable, c'est la même chose ici à droite, avec des pentes quand même plus importantes, hein, donc tout n'est pas parfaitement expliqué, mais vous voyez que la notion de sous-programme, ici, donc un carré fait de cercle ou un cercle fait de carré, eh bien là encore, on a des effets additifs de la complexité de la forme globale, qui est ici, et de la complexité de la forme locale, qui est sur l'axe des x. Et là encore, on a un terme d'interaction, mais qui s'en va quand on enlève les formes identiques. Donc les formes identiques sont mises en gris. Et c'est assez remarquable, c'est peut-être la meilleure preuve qu'on a qu'il y a quelque chose de récursif dans l'esprit humain. Parce que coder un carré de carré, c'est plus simple que coder un carré de cercle, ou un cercle de carré. Coder 2 fois le même programme, de façon récursive, c'est plus simple à tous les points de vue, que ce soit pour le temps d'encodage, pour le temps de choix ou pour la complexité subjective, que de coder 2 formes différentes. Donc il y a quelque chose d'extrêmement récursif, il y a une sorte de compression mentale qui se produit dans les données humaines et qui fait que c'est beaucoup plus facile de coder un carré de carré que de coder un carré de cercle. Mais si on enlève ces essais qu'on peut dire répétés, on utilise 2 fois le même programme, eh bien à ce moment-là, on observe à nouveau une additivité de la complexité du programme de la forme globale et de la forme locale. Donc ces lois très générales que je montrais dans la diapositive précédente, elles sont ici, sont vérifiées expérimentalement, au moins pour les 5 formes qu'on a choisies ici. Répétées, concaténées et enchâssées ont des coûts très faibles et qui correspondent à cette notion de programme mental. Voilà. On pourrait penser que c'est très complexe de créer ces dessins-là. Ces dessins sont effectivement complexes à voir, ils ont beaucoup de formes, petites, etc. Mais mentalement, ils ont un coût très faible parce qu'ils peuvent être représentés sous forme de programmes enchâssés les uns dans les autres. Voilà, donc ce sont des données très récentes, le papier date de 2022, mais qui suggèrent qu'il y a quelque chose de profondément juste dans la notion de programme mental et dans la notion de longueur de description minimale. On a besoin d'opérations de type concaténation, répétition et récursion pour rendre compte du codage mental des formes dans l'espèce humaine. Alors, cette notion qu'on pourrait appeler, sous un terme générique, de compositionnalité symbolique et récursive, je pense qu'elle va bien au-delà de la notion de géométrie. Et dans l'introduction à ce cours, je vous avais parlé de cette idée plus générale que peut-être l'espèce humaine est caractérisée finalement par cette capacité de créer des langages compositionnels qui produisent une infinité d'expressions. Pas seulement dans le domaine de la géométrie, mais dans le domaine de la musique, dans le domaine du langage naturel, dans le langage des mathématiques, dans le langage des nombres, etc. etc. Et donc, l'idée que je résume ici, c'est que nous avons le même noyau de connaissances que d'autres espèces animales, mais nous sommes les seuls peut-être à avoir ces langages de la pensée qui nous permettent de les recombiner et de former ce corail infini de pensées enchâssées les unes dans les autres. Et toujours cette idée que ce langage est universel, où les primitives du langage sont universelles, mais que l'espace est tellement vaste que nous le spécialisons dans une culture donnée. Aucune culture ne peut explorer toutes les possibilités, et donc, par le biais du langage, par le biais de l'éducation, nous orientons l'attention de nos enfants vers telle ou telle branche de cet arbre immense, et nous devenons spécialisés pour tel ou tel domaine des mathématiques ou tel ou tel domaine des formes géométriques. Alors ce sont des idées extrêmement générales qui ont des conséquences tout aussi générales et qui me paraissent intéressantes. D'abord, donc, il y a vraiment des formes universelles qui sont universellement jugées par tous les êtres humains comme étant plus simples que les autres. Et ceci peut expliquer qu'il y a autant de convergence cross-culturelle vers les mêmes formes. Ici, je vous ai mis des formes relativement complexes, mais pour montrer que même à un certain niveau de complexité, eh bien, on retombe sur les mêmes objets. Par exemple, le labyrinthe et la spirale, c'est quand même extraordinaire de voir que la même spirale, ici, ou ce qu'on appelle le labyrinthe de Chartres,
qui est une sorte de, c'est pas une spirale, c'est un display beaucoup plus compliqué, hein, eh bien on retrouve sous des formes extrêmement proches au néolithique ou dans la culture antique. Le thème d'un labyrinthe comme ça qui serpente est extrêmement courant dans différentes cultures. Ici, c'est le triangle de Pascal, sauf que ce qu'on appelle le triangle de Pascal, eh bien ici, les Chinois l'ont découvert, et ont découvert ses régularités extraordinaires, complètement indépendamment, apparemment, de notre propre attribution de ce triangle à Pascal. Vous voyez, donc, on converge à les mêmes faits mathématiques, on a les mêmes mathématiques partout dans le monde, parce qu'on a le même langage de la pensée. Mais il y a aussi ce deuxième aspect, l'espace étant tellement grand, on peut générer une infinité de concepts, il y a une expansion extraordinaire des capacités de représentation, cette utilisation infinie de moyens finis, hein, dont parlait Saussure en particulier, et beaucoup d'autres, et vous avez donc peut-être la capacité d'expliquer pourquoi l'espèce humaine se permet d'imaginer des choses tout à fait remarquables, par exemple ici une hydre à 7 têtes, hein, enfin il y a plus de têtes encore je crois là, c'est, vous voyez, en une formule extrêmement rapide, hydre à 7 têtes, je vous ai décrit quelque chose qui n'existe pas, mais que vous pouvez penser immédiatement, sans difficulté, qui est un objet très simple, très court. Dans le langage de la pensée, c'est exprimé en très peu de notions. De la même manière, vous pouvez penser une chimère ici. Hein, et voilà, l'idée, c'est que peut-être c'est à l'origine de notre capacité mathématique. Nous sommes capables de penser des choses impossibles, mais qui s'avèrent productives, ou en tout cas qui occupent notre esprit. Alors j'aime bien cette pancarte ici, c'était à l'occasion d'une démonstration anti-Trump hein, pendant le Covid, et l'idée c'est que les faits alternatifs sont imaginaires, racine de moins 1. Racine de moins 1, c'est, peut-être pour certains d'entre vous, quelque chose d'impossible, on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Bon, il s'avère que si on considère qu'on appelle I la racine de moins 1, ça devient la base des nombres complexes. C'est un objet imaginaire, mais qui devient extrêmement tangible pour les mathématiciens. Et comme il est extrêmement utile, on peut faire des tas de choses avec, eh bien, on s'en sert en mathématiques et ça devient le fondement d'une branche des mathématiques, la théorie des nombres complexes. Mais vous voyez, au départ, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une expression mentale, racine carrée de moins 1, très courte, très compacte, pensable. Est-ce que ce nombre existe ? Alors les mathématiciens se posent beaucoup de questions sur l'existence des objets mathématiques. Je pense que cette question n'a pas beaucoup de sens. Cet objet existe parce qu'il est pensable, parce que nous pouvons penser une expression racine carrée de moins 1. Voilà. À partir de là, on peut travailler avec, on peut la manipuler comme n'importe quelle expression, comme n'importe quel programme de l'esprit, même si il n'y a pas de caractère tangible. Mais peut-être c'est la même chose pour chacun de nos objets mathématiques. Alors évidemment, on va être capable de penser toutes sortes d'objets imaginaires. Je vous laisse prolonger ces idées à l'infini. Hein. On va expliquer peut-être la capacité humaine de penser au Père Noël ou à d'autres objets imaginaires. Et j'aime bien cette idée que les chimères, qui sont finalement des compositions mentales, sont peut-être la réflexion la plus pure de la singularité humaine. Dès très tôt, dans la préhistoire, vous trouvez des chimères. Vous trouvez cet objet vraiment magnifique, un lion à corps humain, avec d'ailleurs des scarifications sur le bras, vous voyez ici, qui sont comme des marques, qu'on peut expliquer par notre langage de la géométrie. Hein. Mais cette idée de chimère, extrêmement présente, est en fait peut-être caractéristique de l'espèce humaine. À Lascaux, vous avez ce qu'on appelle la licorne, c'est un peu bizarre parce qu'il y a 2 cornes ici, mais un animal qui n'existe pas, qui est peut-être des humains, on aurait pensé que c'est peut-être des humains cachés sous une peau d'animal ou quelque chose comme ça, tout de suite à l'entrée de Lascaux. Et puis finalement, dans toutes sortes de cultures, vous avez ces objets ou ces animaux imaginaires qui sont des composites, qui sont des compositions, des concaténations de propriétés de certains animaux. Le dragon, le serpent à plumes, quand même une idée extraordinaire. Voilà encore une formule très compacte, serpent à plumes. Je vous ai donné une idée, ou ces gens ont eu une idée, sur la base d'une expression très compacte. La chimère d'Arezzo. Voilà. Dans toutes les cultures, finalement, on trouve des chimères. Et mon idée, c'est que dans la géométrie aussi, finalement, on crée des chimères. On crée des compositions mentales avec des programmes mentaux très courts, très faciles à exprimer, parce que nous avons cette capacité de composition symbolique et récursive. Bien, alors, on va quitter un petit peu ce domaine de la généralisation excessive, et je vous avais promis de ne pas vous cacher qu'il y a des difficultés avec cette idée d'un langage de la pensée. Donc on va revenir
sur Terre un petit peu et parler des difficultés. Alors, première difficulté, c'est bien gentil de parler de langage de la pensée, on implémente ça sous une forme informatique, mais à un moment, il va falloir l'implémenter sous une forme neurale. Si l'hypothèse est juste, ce sont des réseaux de neurones qui font le travail, qui sont capables de représenter des programmes symboliques. Personne aujourd'hui ne sait comment on représente des symboles dans un réseau de neurones. C'est une question difficile, complexe, et les réseaux de neurones actuels, même s'ils ont des développements extrêmement intéressants, hein, mais je vous ai dit plusieurs fois dans ce cours qu'ils avaient bien du mal à approcher les performances de l'espèce humaine dans le domaine de la géométrie. Alors là, je vous rappelle simplement cette diapositive que je vous ai déjà montrée. Lorsqu'on a cette tâche de quadrilatère et qu'on doit détecter un quadrilatère qui est différent des autres, eh bien, les réseaux de neurones à convolution, qui sont les plus simples, mais quand même très performants pour reconnaître des visages ou des objets, sont ceux qui sont utilisés dans la plupart des applications aujourd'hui, par exemple sur Facebook, pour identifier automatiquement le contenu des images. Eh bien, vous voyez que ces réseaux de neurones arrivent bien à capturer les performances des primates non humains, les babouins ici, mais n'arrivent pas à capturer les performances des humains. Et pour capturer les performances des humains, il faut vraiment faire appel à ce langage symbolique. Alors cette idée que les réseaux de neurones à convolution ne capturent pas bien la vision humaine est extrêmement documentée et répandue. Je vous ai mis ici plusieurs articles récents qui le suggèrent. Le dernier dit bien les choses. Deep problems with neural network models of human visions. Deep problem with deep networks. On les appelle des réseaux profonds, mais ils ont des problèmes tout aussi profonds. Alors, ces articles donnent beaucoup d'exemples. Dans l'article de Jacob, il liste avec Arun, ici, S.P. Arun, qui est un grand chercheur du domaine en Inde, il montre qu'il y a des tas de phénomènes psychologiques qui sont absents des réseaux de neurones entraînés avec des convolutions. Par exemple, le traitement des surfaces en 3D, l'invariance des surfaces, l'occlusion, la compréhension des parties d'un objet. Voilà des exemples. Ici, vous reconnaissez très facilement ces deux objets et ils sont très différents psychologiquement. Si vous enlevez une partie des contours ou si vous mettez un contour carré, ici, c'est beaucoup plus difficile de faire la différence entre ces deux objets. Et on peut le montrer dans des tâches de recherche visuelle. Il y a du pop-out, c'est très rapide de trouver cet objet-là parmi celui-ci, parmi beaucoup d'exemples de celui-ci. C'est beaucoup plus difficile de trouver cet objet-là parmi beaucoup d'exemples de celui-ci. Donc la distance psychologique D1 est beaucoup plus grande que la distance D2, ou celle de droite ici, D2. On peut donc donner un index de traitement en 3D, en faisant la différence D1 moins D2 divisé par D1 plus D2. Les humains sont là-haut, ils font beaucoup plus la différence entre les objets en 3D. Les réseaux de neurones actuels ne le font pas. Voilà, les réseaux à convolution ne le font pas. Même chose ici en bas pour l'occlusion. Si vous voyez cette scène-là, votre interprétation, c'est un carré derrière un cercle. Et c'est beaucoup plus proche d'un carré et un cercle que d'un carré avec un trou qui correspondrait à la forme du cercle. Et même les bébés font ce genre d'interprétation. Donc c'est quelque chose de très très naturel, qui correspond à l'idée d'occlusion. Les réseaux de neurones font l'inverse. Ils sont carrément de l'autre côté du zéro ici, pour cet index d'occlusion. Donc les humains perçoivent l'occlusion et interprètent ça comme une scène avec un objet qui cache un autre. Les réseaux de neurones font exactement l'inverse. Ils interprètent ça comme des objets qui se découpent l'un l'autre. Donc c'est très mauvais. Ça ne correspond absolument pas à ce qu'on fait en psychologie. Shimon Ullman, l'auteur du deuxième article ici, montre quelque chose d'assez étonnant, c'est que si on réduit progressivement l'image, il y a un moment où la perception humaine s'écroule brutalement. D'un seul coup, on ne sait plus du tout ce qu'on voit. Et les réseaux de neurones n'ont pas du tout cette propriété-là, ils sont beaucoup plus continus. Et puis Bowers, c'est l'article peut-être le plus critique, ici peut-être un peu excessif, hein, mais lui dit que les réseaux de neurones profonds à convolution ne rendent compte de pratiquement aucun résultat de la recherche psychologique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on donne à ces réseaux de neurones des stimuli qui ont été conçus pour séparer finement les propriétés, des stimuli issus de la recherche en sciences cognitives, eh bien ces réseaux de neurones ne marchent pas. Voilà. Et il nous donne des exemples, et il y a un exemple très connu, mais je ne sais pas si vous le connaissez tous. Ici, vous reconnaissez la peau d'un éléphant, ici vous reconnaissez un chat, ici le réseau de neurones reconnaît un éléphant. Voilà. Ça c'est un éléphant.
Pourquoi? Parce que le réseau de neurones s'appuie sur la texture beaucoup plus que sur la forme. Et en fait, il y a beaucoup de résultats qui suggèrent que le réseau de neurones ne fait pas attention à la forme et fait beaucoup plus attention à la forme locale. Alors, il y a toutes sortes d'idées sur comment on peut faire mieux. Il y a un article qui vient de paraître qui dit que si on floute les images avant d'entraîner le réseau de neurones, alors on arrive à le biaiser vers la forme. Bon, c'est un effet assez faible et on essaye dans le laboratoire, je remercie Maxence d'ailleurs d'essayer à toute vitesse ces essais-là, donc on a tout de suite une idée, mais on voit bien que pour les formes géométriques, flouter l'image, ça ne va pas aider, hein. Au contraire, ça va effacer les coins, les angles droits, et ça ne marche pas du tout pour ce qui est de nos affaires de formes géométriques. Donc vraiment, il y a un défaut fondamental des réseaux de neurones qui est de ne pas coder la scène en 3D et de ne pas coder la forme globale des objets. Voilà encore un défaut des réseaux de neurones. Ça, c'est un objet intéressant, n'est-ce pas? C'est le triangle de Penrose, qui servait d'ailleurs de couverture au journal Cognition. Et vous voyez, c'est curieux, parce qu'on voit un objet en 3D, puis on se rend compte que ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on appelle des objets impossibles. Et c'est une classe de stimuli qui a été beaucoup étudiée en psychologie, parce qu'ils sont intéressants localement, ils sont possibles. Si vous ne voyez que cette partie-là, c'est possible, ou celle-là, tout est possible. C'est globalement que ça ne colle pas. Alors ça pointe exactement vers quelque chose qui est difficile pour les réseaux de neurones et qui est facile pour les êtres humains. Il y a des recherches sur des bébés de 4 mois qui montrent que même les bébés de 4 mois sont déjà sensibles aux objets impossibles et les regardent plus longtemps. Voilà. Et ils n'ont pas besoin d'entraînement pour ça. Donc, les chercheurs, ici, Heinke et collaborateurs, ont décidé de tester les réseaux de neurones avec des objets impossibles. Et vous voyez, ils ont créé plein d'objets possibles versus impossibles. Ils ont demandé à des sujets humains de juger rapidement si l'objet était possible ou impossible. Et ils ont comparé avec des réseaux de neurones. Et le meilleur réseau de neurones n'atteint pas à la cheville des êtres humains. Les réseaux de neurones n'arrivent pas à savoir vraiment si ces objets sont possibles ou impossibles. Donc là, vous avez, je passe un peu vite, mais vous avez la matrice de résultats des êtres humains. Rapidement, un être humain est capable de dire un objet impossible est impossible, un objet possible est possible. Donc ces cases de la matrice sont remplies ici, la performance est très élevée, 87% de réussite. Les réseaux de neurones, ici en bas, vous voyez, ont très rarement des performances similaires et très souvent un biais qu'on voit ici pour dire les objets impossibles sont possibles en réalité. Ils n'arrivent pas vraiment à voir l'impossibilité globale. Alors, ils ne sont pas sensibles à la forme tridimensionnelle globale. Bon, évidemment, à chaque fois que je dis quelque chose comme ça, la recherche est en train d'avancer à toute vitesse. Il y a des équipes énormes qui travaillent sur ces sujets et il y a des réseaux de neurones qui commencent à faire mieux. Hein, donc il faut faire attention à la date de ces données. Et certainement, on va trouver la solution, mais pour l'instant, les réseaux de neurones actuels ne le font pas bien. Il y a une autre propriété qui est fondamentale pour les êtres humains et fondamentale pour notre langage de la pensée, hein, c'est la symétrie. En fait, la symétrie, c'est le fondement de l'idée de ce langage de la géométrie. La répétition avec des variations. Je suis capable de détecter que c'est le même objet qui revient, peut-être avec des variations. Même dans un carré, il y a 4 côtés qui reviennent 4 fois. Voilà, c'est une répétition. Alors, la plupart des objets biologiques ont des symétries, souvent autour de la verticale, parfois plusieurs symétries. Et en fait, on sait que les animaux et les êtres humains sont très sensibles à la symétrie. Par exemple, pour les visages. Et on préfère les corps et les visages qui sont symétriques. La symétrie est très souvent supposée, même quand on ne voit pas l'objet en entier. Par exemple, si un objet est caché derrière un autre, on utilise la symétrie pour reconstituer l'objet tout entier. Donc le système visuel fait une hypothèse de symétrie, même quand on ne voit pas tout l'objet. Et on détecte plus rapidement les objets symétriques et on les code plus facilement. Et même quand l'objet n'est pas symétrique, on impose souvent une symétrie artificielle aux objets qui ne sont pas symétriques. Donc c'est vraiment quelque chose de très important dans notre perception. Ici, il y a un article assez ancien que je vous ai mis de Barbara Tversky et collaborateurs où on présente des formes et elles sont générées au hasard. Vous voyez, ici, on a généré cette forme en faisant en sorte que tous les 20 degrés, on choisisse au hasard un nombre qui définit le rayon du point en question, et donc ça donne une forme qui est complètement au hasard. La colonne de gauche, ce sont des formes sans régularité aucune. À droite, on a symétrisé ces formes, c'est-à-dire que tous les points de droite, on les a rendus symétriques des points de gauche. Et puis, comme c'est une transformation linéaire, ici on peut entre les deux trouver des situations où on génère un peu de symétrie. D'accord ? Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, mais
pense que tout le monde a la même expérience, et ils ont demandé à des sujets quelle était leur expérience de ces formes. Quand on regarde les formes symétriques, on a l'impression d'être en face de ces formes. Et quand on voit les formes non symétriques, eh bien très souvent les personnes disent c'est une forme en 3D, et en 3D, elle est symétrique. Ils insistent sur l'existence d'une symétrie qui n'existe pas du tout dans les données. Voilà. Par exemple, ici, c'est une tête de chien tournée vers la droite. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Ou bien là, c'est une sorte d'oiseau, ou je ne sais pas quoi, il y a un bec. Voilà. Et en fait, la forme est symétrique. D'accord. Donc on impose de la symétrie, même lorsqu'il n'y en a pas. C'est quelque chose de très fondamental dans la perception humaine. Alors, Pramod et Harwood ont testé cette idée dans des réseaux de neurones. C'est un travail qui va bien au-delà de la perception de la symétrie, qui est très intéressant. De plus en plus, d'ailleurs, on voit apparaître des recherches psychologiques qui définissent des défis pour les réseaux de neurones. Et c'est vraiment le cas ici. Ils font un travail considérable. Ils génèrent des paires d'objets. Vous voyez ici, par exemple, des paires de formes d'animaux. Et à travers plus de 26 000 essais, 300 sujets, si je me souviens bien, ils génèrent énormément de données sur la perception rapide de quel objet est différent. Toujours cette idée de l'intrus, le test de l'intrus. Donc le temps de réaction pour juger laquelle de ces formes est différente donne une idée de la dissimilarité des formes pour un être humain, à quel point on les juge dissimilaires. Ici, il faut un petit peu de temps, donc on peut définir la dissimilarité comme 1 sur le temps de réaction. Voilà. Si le temps de réaction est rapide, ça veut dire que la similarité est élevée et la dissimilarité est faible. Alors, vous voyez, ils testent dans cet article plein de paires de formes, dont certaines sont symétriques, comme ici, et d'autres ne le sont pas. Mais la symétrie est juste l'un des traits qu'ils testent. Ils testent aussi la texture, le fait que ça appartienne à la même catégorie, comme deux animaux, etc. etc. Et ça leur permet de déterminer qu'est-ce qui sert de déterminant de la similarité des formes dans l'espèce humaine. C'est un jeu de données vraiment fabuleux. Hein. Donc vous voyez ici, je n'ai pas mis tous les résultats, mais vous avez la distance perçue par les êtres humains sur l'axe des Y et la distance prédite par un modèle de réseau de neurones particulier qui s'appelle COMB2 ici. Voilà. Et il y a une certaine corrélation. On arrive à rendre compte d'une partie de la variance. C'est pas mal. Mais il reste encore énormément de variance, et dans l'article, il montre que c'est de la variance reproductible. Ce n'est pas juste du bruit dans les mesures, c'est de la variance sur laquelle les sujets humains sont tous d'accord. Et si on regarde les points en rouge ici, eh bien, on s'aperçoit que ces points en rouge, donc ce sont des situations où les humains perçoivent plus de dissimilarité que le réseau de neurones. D'accord ? Le réseau de neurones juge que ces formes sont semblables, alors que les humains disent non, elles sont franchement différentes. Eh bien, pour expliquer pourquoi, un des traits importants, c'est la symétrie. Lorsque deux formes sont symétriques, on les juge dissimilaires. Voilà. Et la dissimilarité est sous-estimée par les réseaux de neurones. J'espère que je dis ça dans le bon sens, mais je crois que je suis sûr de mon affaire. Donc, deux formes symétriques sont plus faciles à coder, on les juge plus dissimilaires. Voilà. C'est l'un des traits fondamentaux, ici, qui est à nouveau mal codé par ces réseaux de neurones. On n'a pas encore un bon modèle des traits qui déterminent la similarité humaine. C'est un grand sujet de recherche. On a vu souvent dans ce cours que la representational similarity, la notion de similarité entre les formes, était un index extrêmement précieux à la fois pour le comportement, pour l'imagerie, pour les réseaux de neurones. C'est une sorte de mesure universelle de la nature de la représentation mentale, mais on voit ici qu'elle est loin d'être parfaite dans le réseau de neurones. Alors, les auteurs essayent d'améliorer les choses. Ils suggèrent de rajouter en entrée, en plus de l'image, puisque tous ces réseaux de neurones prennent une image en entrée, ils suggèrent de rajouter des indices qui seraient calculés précocement, par exemple la symétrie par rapport à l'axe vertical. Donc pour avoir une unité supplémentaire qui juge à quel point l'image est identique à elle-même lorsqu'on la retourne verticalement. C'est une astuce, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le système dans l'espèce humaine, parce que comme on l'a vu, on est capable de détecter des symétries à plein de niveaux différents. Ce n'est pas juste des symétries autour d'un axe particulier, c'est aussi des zigzags, des symétries dans les parties d'un objet. Donc les réseaux de neurones actuels sous-estiment terriblement la sophistication de la vision humaine.
Alors, évidemment, à chaque fois, il y a des avancées. Je vous ai déjà parlé une première fois de cet article extrêmement récent qui est paru il y a une quinzaine de jours et qui, d'ailleurs, n'est pas encore fait l'objet d'une vraie publication, hein, donc il faut être prudent. Hein. C'est un préprint, mais qui suggère que le modèle Dino V2 pourrait faire mieux que les autres et que peut-être les modèles de transformers, qui ont une architecture plus proche de celle d'un traitement linguistique, pourraient faire mieux que les autres pour représenter les formes géométriques. Alors, je vous ai déjà montré cette diapositive, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ces résultats sur les quadrilatères, mais vous vous souvenez peut-être que Dino V2 arrivait à coder les carrés et les rectangles mieux que d'autres formes. On est en train de vérifier ces résultats au laboratoire avec Maxence Pajot, avec Mathias Sablé-Meyer, et il y a des difficultés. Il semblerait bien qu'en fait le réseau de neurones ait été entraîné beaucoup plus avec des carrés et des rectangles. Il a été entraîné avec des textures issues de l'espèce humaine, et il y avait plein de rectangles et de carrés. Donc peut-être que c'est juste un effet d'entraînement. Hein. Et puis on ne réplique pas ce qu'ils ont trouvé ici, qui est que le modèle CLIP, qui est un modèle très célèbre, traite aussi les rectangles et les carrés mieux que les autres. Donc là, on ne comprend pas pourquoi ils ont obtenu ce résultat-là. Nous, on n'obtient pas du tout la même chose avec le même modèle. Hein. Donc ça donne une idée aussi, peut-être de la rapidité trop grande avec laquelle on publie, ou des problèmes de reproductibilité qui existent tout autant en informatique et en intelligence artificielle que dans les sciences expérimentales. Mais il y a d'autres choses dans cet article. Et la raison pour laquelle je vous en parle maintenant, c'est qu'ils ont modélisé, ils considèrent qu'il y a 3 signatures humaines de la géométrie, et la première, c'est l'effet de complexité dont je vous ai parlé au début de ce cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que certaines formes, comme les spirales par exemple, sont jugées plus simples que d'autres, et qu'il y a un effet de minimal description length. Alors, Mathias Sablé-Meyer a mis tous nos données en ligne et ça leur a permis de s'emparer de nos données et de regarder s'ils arrivaient à les modéliser avec ce modèle Dino V2. Et donc, bon, je vous ai déjà dit, hein, il compare un réseau de neurones à convolution qui n'arrive à rien, le modèle CLIP qui est publié depuis quelques années, qui est un transformer qui combine la vision et le langage, et puis ce fameux modèle Dino V2 qui est le plus récent, qui est un grand transformer uniquement pour la vision. Et c'est intéressant, qui essaye de compléter, par exemple, des patchs d'images. Donc ça veut dire qu'il voit une partie d'une image et il essaye de deviner ce qui a été caché, voilà, qui correspond un petit peu à la condition d'occlusion dont on parlait auparavant. Hein. Voilà. Et alors, il trouve que le modèle Dino V2 peut expliquer nos données sur les formes géométriques universelles à l'espèce humaine, les spirales, les cercles, les carrés de cercle, etc. Ils trouvent qu'ils arrivent, donc là ce sont nos données, hein, les temps de réaction sur le choix et sur le temps d'encodage d'une figure géométrique, et ils arrivent à modéliser au moins la partie choix ici. Ils montrent en fait que si on prend toutes ces formes et qu'on les code dans leur réseau de neurones, dans le Dino V2, si on regarde comment on peut étaler ces formes dans un espace géométrique, eh bien toutes les formes avec une haute minimal description length pour notre programme sont codées dans le même secteur de ce réseau de neurones et sont donc quelque part confondues, les unes avec les autres. Elles sont toutes ici. Donc les formes simples sont étalées et dans une partie importante de l'espace, et les formes complexes sont regroupées dans une autre partie de l'espace interne du réseau de neurones, et ça permet d'expliquer pourquoi peut-être les temps de réaction humains sont facilités lorsqu'il y a une forme simple parmi des formes complexes, par exemple. On arrive à la sortir du bruit. Donc, il y a quand même cette suggestion, mais qui est tellement récente que je pense qu'il faut vraiment arriver à l'explorer plus en détail, mais qui est que les modèles transformers, qui ont une architecture beaucoup plus sophistiquée que les modèles de réseau à convolution, et qui sont capables, dans une certaine mesure, de modéliser le langage naturel en tout cas, c'est ceux qui sont derrière ChatGPT 4 par exemple, eh bien ces modèles de langage pourraient peut-être capturer le langage de la géométrie. Il y a quelque chose là. Et il faut qu'on explore, et il faut en particulier qu'on comprenne comment, si c'est le cas, les primitives comme la répétition ou la concaténation sont codées dans ce modèle de langage, à supposer que ce soit vrai. Vous voyez qu'il y a quand même des problèmes, hein. Ils n'ont pas réussi à modéliser le temps de réaction d'encodage, alors qu'on a un gros effet de complexité sur l'encodage. Bon, c'est peut-être un manque d'ingénuité de leur part, parce que je pense que si on considérait par exemple que le temps d'encodage c'est lié
à arriver à discriminer un objet de ceux qui sont les plus proches, de ses plus proches voisins, peut-être qu'on trouverait qu'en fonction de la complexité, il faut plus de temps. Donc il y a toujours une difficulté aussi de passage du réseau de neurones aux observations psychologiques et de trouver finalement quelles sont les bonnes lois de passage de l'un à l'autre. Il y a une troisième tâche qui est explorée dans cet article et qui est particulièrement intéressante parce qu'elle recouvre très fortement ce qu'on a cherché à faire avec Matthias Sablé-Meyer et avec Josh Tenenbaum, mais dans un domaine un tout petit peu différent. Et je ne connaissais pas cet article, et inversement, cet article ne nous cite pas, donc ce sont deux voies de recherche un peu perpendiculaires, si on peut dire. Mais c'est Noah Goodman, qui est un élève de Josh Tenenbaum, et qui a créé ici un langage qu'il appelle GeoClidean, qui est en fait une implémentation sous forme d'un langage informatique des idées de la géométrie euclidienne. Il a créé un langage informatique dans lequel il y a un concept de ligne avec des points, et des cercles également avec un point central et un deuxième point qui définit le rayon. Et on peut avoir l'intersection de lignes et de cercles et trouver des points qui sont sur une ligne, sur un cercle ou à l'intersection de deux lignes et deux cercles. Et à partir de cela, en combinant des instructions de ce langage, on peut définir, par exemple, le concept de carré. Le concept de carré, ici, il faudrait regarder en détail les instructions de ce programme, mais il y a des lignes qu'on ne trace pas, qui sont avec des étoiles, et puis il y a des lignes qu'on trace à la fin, qui relient certains points qu'on a construits avec la droite et le compas. Hein. Et par construction avec une droite et un compas, un petit peu comme dans notre langage de la pensée avec Matthias Sablé-Meyer, eh bien, on arrive à décrire, ou plutôt à construire, un carré. Et alors, il teste systématiquement chez les êtres humains la pertinence de cette description en regardant, donc, alors voilà ce qu'ils font, ils ont un petit programme abstrait, on peut en faire 5 réalisations, donc vous avez ici 5 carrés avec des points initiaux légèrement différents, et puis on va ensuite présenter, on va demander au sujet de discriminer des cas positifs, des nouveaux carrés réalisés avec des nouveaux points de départ, et puis des mutants du programme de départ. Ici, vous voyez des mutations où on a changé, par exemple, 2 des points ou 4 des points pour générer ces exemples négatifs. Et ça génère des non-carrés. D'accord ? À gauche, ce sont des constructions qui correspondent au livre d'Euclide. Donc dans Euclide, il y a par exemple comment construire un carré. À partir d'une droite et d'un compas, on peut construire un carré, on peut construire un triangle équilatéral, etc. Et puis à droite, ce sont simplement des programmes aléatoires. Donc vous avez ici un cercle et une droite. Et si vous prenez des programmes aléatoires, ça vous génère un petit programme comme celui-là qui définit une sorte de concept, si on peut dire, mais moins régulier que ceux de gauche. Mais on peut à nouveau tester si le sujet est capable de reconnaître des exemples de ce concept, par rapport à des non-exemples, des mutants dans lesquels ce n'est plus le même concept. D'accord ? Donc c'est toujours un petit peu la même idée, il y a un programme mental, ça génère des formes et on va tester si le programme permet d'expliquer la perception humaine des formes. Alors, les auteurs ici, donc Xu avec Noah Goodman, testent 17 concepts qui sont issus du livre des éléments d'Euclide, par exemple la notion de triangle, la notion de diamètre, et puis ils testent aussi une vingtaine de concepts qui sont simplement des programmes aléatoires, mais fixes ici. Et dans tous les cas, ils trouvent que les humains ont des performances très élevées. Ici, c'est le pourcentage de réussite, que ce soit dans la condition proche ou dans la condition loin. Vous voyez qu'il y a une grande réussite des êtres humains, c'est proche de 100%, hein, ce n'est pas tout à fait 100%, ça dépend un tout petit peu. Il y a un avantage pour les formes régulières qui sont celles du livre d'Euclide, mais même pour les formes de droite, il y a une capacité humaine de détecter des mutants et de comprendre finalement sur la base de 5 exemples, hein, c'est un vrai challenge pour les réseaux de neurones, sur la base de 5 exemples, arriver à comprendre quel est le concept qui a été illustré ici. Il y a un léger effet de distance, c'est-à-dire que c'est plus facile de détecter les mutants où il y a eu plus d'éléments du programme qui ont été mutés, qui sont loin ici, que les mutants qui sont proches. Mais c'est un effet assez faible. Mais le plus intéressant, c'est ce diagramme ici. Donc, en vert, vous avez les performances humaines qui sont pour tous les items au-dessus de 70 ou 80%, vous voyez ici, très élevés. Et à gauche, vous avez les performances de réseaux de neurones, ResNet ou VIT, qui est un Visual Transformer. Donc, que ce soit un réseau à convolution ou un réseau transformer, qu'on prenne les couches basses, qui sont en bleu, ou les couches plus profondes,
du réseau de neurones, on n'atteint pas à la cheville des performances humaines. Les performances humaines ne sont pas bien capturées par ces réseaux de neurones. Toujours la même idée. Et alors, quand on lit l'abstract du papier de Campbell, on se dit qu'ils vont y arriver avec DINO-V2, et puis en fait, quand on regarde les résultats, pas du tout. Ils ont exactement la même chose. DINO-V2 ne capture pas cet effet de langage. Donc on en est là, 2024, on a de très bons tests de la géométrie, que ce soit ce que nous avons fait au labo ou ce travail de Noah Goodman, et on n'arrive pas à les reproduire avec des réseaux de neurones. Les humains sont capables de percevoir le concept en quelques essais, un essai éventuellement, et de le coder de façon compacte, d'une manière qui n'est pas bien expliquée par les réseaux de neurones. Donc il y a un grand défi. Je pense qu'il y a des gens dans la salle ici qui sont en plein en train de travailler sur l'intelligence artificielle. Il y a un vrai défi, je pense. Et de manière générale, les mathématiques ne sont pas bien capturées par les modèles de langage actuels. Après, il y a des défis pour tout le monde, et je vais terminer là-dessus. Il y a beaucoup d'évidence que dans le langage de la pensée, il faudrait coder plus que ce qu'on a actuellement. Il y a la nécessité de coder les axes des objets, et ce n'est pas quelque chose que nous faisons bien actuellement dans notre propre langage de la pensée. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps, je pense, pour détailler ces idées, mais regardez cet objet, vous pouvez le mémoriser. La manière dont vous le mémorisez, c'est une représentation de l'objet lui-même qui pourrait être représenté ici, et puis comment il est orienté dans l'espace par rapport à ses axes. D'accord ? Et ça, c'est l'idée de McCloskey, aussi de Harris ici. Il y a l'extraction automatique des axes des objets et le codage des informations relativement à l'axe principal des objets. Et il y a énormément de données de neuropsychologie qui sont passées en vue par McCloskey qui montrent qu'on peut se tromper juste sur les axes. Il y a des patients, nombreux, souvent des cas développementaux, qui se mélangent dans l'orientation des axes des objets. Donc il y a un code mental des axes qui demande à être expliqué. Ici, par exemple, vous avez un patient, vous lui montrez ceci, et elle reproduit, après un délai, ceci. D'accord ? Elle s'est complètement trompée sur l'orientation gauche-droite. Et cette matrice ici à droite indique la réponse en fonction de l'orientation de la cible. Vous voyez que c'est magnifique, il y a une régularité. Bon, la diagonale, ce seraient les bonnes réponses, mais vous avez ces anti-diagonales qui montrent que la personne s'est trompée autour d'un axe vertical ici. D'autres exemples, le patient AH, si vous avez lu les neurones de la lecture, j'en parle déjà beaucoup. Ce patient est extraordinaire, je crois que c'est une patiente, qui se trompe systématiquement dans le caractère gauche-droite de ce qu'on lui présente, et parfois aussi verticalement. Dans un des tests les plus extraordinaires, on lui flash, elle fixe ici au milieu, on lui flash une croix, et parfois elle pointe au bon endroit, mais très souvent elle pointe dans la direction exactement symétrique par rapport à son point de fixation. C'est une erreur massive. Hein. Au lieu d'attraper là, elle va attraper là, par exemple. Voilà. Et c'est systématiquement symétrique, soit par rapport à l'axe vertical, soit par rapport à l'axe horizontal. Voilà sa copie de dessin. Vous voyez que la copie est extrêmement organisée. Ici, c'est la figure de Ray, qui est classique en neuropsychologie. Mais vous voyez que l'orientation des objets est très fausse. Et vous avez, par exemple, le triangle de droite qui s'est retrouvé à gauche, ici, les rayures sont retrouvées en bas, etc. Il y a énormément d'erreurs sur la position par rapport aux coordonnées verticales et horizontales des objets. On lui a demandé de dessiner un pot, et de mémoire, elle dessine le pot à l'envers, gauche-droite. Alors, ces erreurs pourraient s'expliquer soit par une inversion autour de l'axe de l'objet, soit par rapport à un axe universel vertical. Mais on peut séparer les deux interprétations en présentant des objets de ce type, voyez, des objets qui sont à la fois, qui ont un axe principal et dont l'axe principal n'est pas aligné avec les axes du monde extérieur. Donc voilà cet objet ici qui a une ligne, un rond et un triangle. Et elle a produit ceci, ou ceci. Donc là, vous voyez que le trouble de l'orientation, ça n'est pas par rapport au monde extérieur, c'est par rapport à l'axe principal de l'objet. Ce qui veut dire qu'on a dû extraire l'axe principal de l'objet et ensuite se tromper sur la polarité autour de cet axe principal. Ce sont des propriétés qui ne sont pas bien codées actuellement dans notre langage. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a vraiment quelque chose qu'il faut rajouter ici.
et qui est bien expliqué par McCloskey et ses collaborateurs. Alfonso Karamazza, qui est un collègue de McCloskey, s'est aussi passionné pour ce sujet, et avec Vanus Korps et Albert Galaburda, ils ont trouvé une patiente absolument extraordinaire et qu'ils ont pu voir à travers plus de 100 expériences, vous voyez ici. Elle a quelque chose de tout à fait extraordinaire, elle ne voit pas les objets de façon stable. Lorsqu'on lui montre un objet comme celui-ci, elle peut le voir changeant en permanence d'orientation. Et de temps en temps, elle voit cette orientation-là, de temps en temps, elle voit celle-ci. Vous voyez, les images saumon ici sont ce qu'elle voit. D'accord ? Elle le voit tourner d'un angle de 90 degrés, de 180 degrés, avec des changements de polarité gauche-droite, mais elle ne voit jamais ces objets-là. D'accord ? Donc elle ne voit jamais de perturbation de l'orientation par rapport à l'axe vertical. Elle voit des perturbations par rapport à l'axe principal de l'objet lui-même. Ce qui veut dire que l'objet lui-même doit être codé par rapport à son axe et ensuite tourner dans une certaine orientation. Voilà. Donc il y a vraiment des déficits particuliers de la perception des axes principaux des objets et de la polarité des parties par rapport à l'axe principal de l'objet. Et je crois que je ne vais juste pas avoir le temps de rentrer dans le détail, mais McCloskey et collaborateurs font un modèle assez précis de ce qu'on doit avoir dans la tête pour expliquer ce type d'erreur. On doit avoir d'une part une représentation centrée sur l'objet et d'autre part une représentation de la relation de cet objet par rapport aux axes du monde extérieur. Et les deux peuvent être anormaux, et en particulier, il y a une notion de correspondance, de polarité ici. Donc, par exemple, vous voyez cet objet, s'il a été codé de cette manière-là, comme une sorte de girouette avec un petit drapeau, là, eh bien, on va dire que dans cette configuration, il y a une correspondance de polarité qui fait que l'axe principal de l'objet est orienté à l'opposé de l'axe vertical, si l'axe vertical va vers le haut ici. Donc, le moins correspond au plus. Et ensuite, on va coder qu'il y a un angle de 30 degrés par rapport à cette polarité particulière. Les hypothèses qui sont faites ici par McCloskey sont nécessaires pour rendre compte du fait que cette polarité peut être fausse. Et juste la polarité peut être fausse chez certains patients. Donc il y a un code, alors c'est encore plus symbolique et encore plus combinatoire quelque part que celui qu'on a postulé avec Mathias Sablemeyer. Il y a un code qui représente les positions des objets par rapport à leur axe principal. Donc ça demande encore à être intégré dans une représentation complète de l'objet. Et puis, je voulais vous parler, mais je vois que le temps passe vraiment trop vite, d'un autre mode de représentation des objets, qui est la notion d'axe médian, et pas seulement d'axe principal. Parce que l'axe principal, ce serait, pour un objet linéaire, voilà, la direction principale de l'objet. Peut-être pour un objet circulaire comme celui-là, l'axe qui passe par le centre du verre. Mais pour un objet qui est courbe, est-ce qu'on peut définir ce que c'est que l'axe d'un objet ? Eh bien, il y a une magnifique théorie que je vous incite à lire de Bloom et collaborateurs, 1973, qui définit ce que c'est que l'axe d'un objet pour des objets courbes. Alors, il commence par définir des notions de parallèle. Je suis désolé, je vais aller un petit peu vite, mais imaginez maintenant que vous placiez un cercle qui touche la forme. Alors voilà la forme de départ ici. Voilà. Si vous vouliez définir les parallèles à cette forme, vous feriez rouler un cercle tout au long de la forme et vous auriez une notion de parallèle, d'accord ? Donc vous avez la parallèle à l'intérieur, qui est cette forme-là, puis vous avez la parallèle à l'extérieur, qui est cette forme-là. C'est déjà intéressant parce que c'est une généralisation de la notion de parallèle à des formes courbes. Et c'est quelque chose de psychologiquement plausible. On considère que ça, c'est la parallèle à la courbe de départ. Mais Bloom remarque qu'il y a des endroits où la notion de parallélisme change brutalement. Voilà. Ici, vous avez un point singulier où, en fait, le point le plus proche, c'est de ce côté-là, mais si je bougeais un tout petit peu, le point le plus proche, ce serait de ce côté-là. D'accord ? Ces points singuliers, il les appelle des sim points, et c'est les endroits où, finalement, où le cercle touche la forme de deux côtés, touche deux fois la forme quand il roule. D'accord ? Si on change le rayon de ce cercle, ces sim points définissent un axe. Et on l'appelle l'axe médian parce qu'en fait, c'est une sorte de médiane de la courbe. D'accord ? Elle passe au milieu des deux côtés de la courbe ici. Le cercle touche des deux côtés. Alors cette droite qui est tracée en pointillé ici, ou plutôt cette courbe qui est en pointillé, c'est l'axe médian. En fait, il y a plusieurs axes médians ici qu'on voit. Et
la théorie de Bloom, c'est que l'axe médian est fondamental pour comprendre la perception des objets. Voilà. La position de l'axe médian, la courbe qui définit l'axe médian, plus la donnée du diamètre de cercle en chacun de ces points, définit la forme. Vous pourriez retracer toute la forme de départ en connaissant les axes en pointillés et la manière dont le diamètre change à chaque point de cet axe. Donc la définition des deux définit la forme. C'est une nouvelle manière de décrire la forme. Et Bloom dit, c'est ça la manière dont les êtres humains codent ces formes. Ils codent l'axe médian et la largeur, en quelque sorte, la manière dont la fonction varie le long du squelette. Donc voilà des squelettes de forme. Vous voyez, par exemple, pour cette forme ici d'une sorte d'éponge qui a été écrasée, eh bien, l'axe médian, c'est un segment de droite, et il faut supposer que la largeur est un peu plus grande aux extrémités et plus courte au centre. Et cette théorie a été développée par quelqu'un qui s'appelle Layton, ici, qui dit, en fait, on peut comprendre non seulement la forme elle-même avec ses axes, mais aussi la manière dont elle a été transformée, elle a été écrasée en différents endroits, etc., en fonction de la fonction de variation de la forme. Donc c'est une autre théorie des formes ici. Et cette théorie est extrêmement intéressante, je vais passer un petit peu vite. Vous voyez par exemple ici, voilà l'axe médian d'un serpent. Voilà l'axe médian d'une sorte de banane ici. Voilà l'axe médian d'une forme qui fait une boucle sur elle-même. Toutes ces extractions d'axe médian sont extrêmement pertinentes. On a l'impression que c'est la bonne notion de longueur de la forme. Si vous deviez mesurer la longueur de cette forme, vous diriez probablement qu'il faut la mesurer suivant cette courbe, et non pas suivant la notion classique en mathématiques de l'intervalle le plus large qui peut encadrer la forme. Donc cette notion de largeur ou de longueur de la forme en mathématiques n'est pas la bonne, et Bloom argumente que c'est la longueur de l'axe médian qui est la bonne notion. Et pareillement, la notion de largeur, la bonne notion de largeur, c'est celle du cercle le plus grand que l'on peut mettre à l'intérieur de la forme. Donc la largeur de cette forme, ça n'est pas l'espace, par exemple, entre ce point-ci et ce point-ci, c'est la largeur, c'est le diamètre du cercle le plus grand que l'on peut mettre à l'intérieur de cette forme. Donc je suis obligé malheureusement de passer trop vite, je referai peut-être un cours là-dessus. C'est un espace théorique extrêmement passionnant parce que en fait c'est un très bon modèle des formes courbes. Et il y a une notion aussi de déformation dans cette théorie de l'axe médian, qui fait qu'on peut garder l'axe médian constant, mais le déformer en gardant la fonction de largeur constante autour, et on décrit assez bien les mouvements biologiques, en fait, les formes biologiques. Bon, cette théorie ne rend pas bien compte des formes géométriques. C'est un peu bizarre, par exemple, les axes médians d'un carré, ce sont les deux diagonales, ce ne sont pas les axes qu'on considérait comme principaux de symétrie, mais ce sont les diagonales. Donc il se passe des choses étranges avec les formes géométriques, et tout ceci pourrait nous laisser penser qu'il y a vraiment deux choses complètement différentes, les formes biologiques et les formes géométriques, sauf qu'il y a un article qui est vraiment stupéfiant, et je vais vous le montrer avant de m'arrêter. On a demandé aux gens, dans cet article de Firestone et Scholl, on leur a présenté des formes géométriques, par exemple un rectangle, un triangle, ou vous voyez ici un rectangle avec un petit creux, et on les a arrêtés dans la rue, c'est une expérience avec un essai, on leur a dit vous pouvez toucher cette forme où vous voulez, n'importe où. Voilà. C'est une drôle d'expérience. Voilà. Donc il y a 1480 piétons qui sont l'objet de cette expérience. Eh bien, vous voyez que le toucher par les personnes n'est pas du tout réparti au hasard, et de façon assez stupéfiante, même sur des formes géométriques, il atterrit sur les axes médians de la forme. Donc pour un rectangle, vous avez ici le tracé des axes médians. Un petit peu comme si les gens calculaient la distance de chaque point par rapport au côté et choisissaient des points qui sont équidistants des contours de la forme. Voilà. Donc c'est une des données qui suggère que les humains font attention aux axes médians des formes. Et vous voyez, quand on introduit des creux ici, eh bien, les sujets adaptent leur réponse comme s'ils avaient extrait effectivement les axes médians qui sont tracés en rouge ici. C'est l'une des expériences, mais il y en a beaucoup d'autres qui suggèrent que les sujets extraient les axes médians. Au passage, les sujets n'ont aucune introspection. Je pense que vous n'auriez aucune introspection non plus. Ici, on leur a demandé qu'est-ce que les gens vont faire. Et seulement 3% des gens trouvent la bonne réponse, qui est qu'on va choisir des points de ce genre-là. Plein de gens pensent qu'on va répondre au centre. Mais en fait, non, on ne répond pas spécialement au centre, on répond le long des axes médians.
Alors, il y a de plus en plus de résultats en faveur de cette théorie du squelette des formes. Je passe un petit peu vite, vous aurez toutes les diapositives sur le site du collège. Hein. Mais par exemple, les bébés ont l'air d'être sensibles au squelette de forme. Les bébés sont sensibles au fait qu'on passe d'une forme qui représente un peu un pi ici, même si sa largeur peut varier, sa fonction de largeur peut varier, et voient très bien la différence avec une forme qui a un autre squelette. Donc lorsqu'on les habitue, par exemple avec cette forme-là, et qu'on les déshabitue soit avec le même squelette, soit avec un squelette différent, tout en changeant la forme elle-même, eh bien les bébés montrent plus de déshabituation quand on change de squelette, ce qui donne l'impression qu'ils codent pour le squelette. Et là encore, vous voyez que ces données sont mal modélisées par des réseaux de neurones à convolution, ResNet, etc. Vous voyez que tous les réseaux de neurones n'ont pas cette propriété d'extraire le squelette. Donc on a encore un défi pour les réseaux de neurones, arriver à extraire le squelette des formes comme les êtres humains ont l'air de le faire. Alors, la suggestion de Heisenberg, qui travaille beaucoup sur ce sujet, avec Marlène Berman, ici dans un article récent, c'est que les réseaux de neurones à convolution sont peut-être des pas mauvais modèles de la voie ventrale, et effectivement, il y a une ressemblance, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il y a une ressemblance des réponses de la voie ventrale avec celles de ces réseaux de neurones. Ce ne sont pas des mauvais modèles, au moins des premières 200 millisecondes, disons, de traitement dans cette voie ventrale, mais il y aurait un réseau dorsal qui code le squelette, et c'est peut-être un tout autre réseau qui ensuite renvoie ces données vers la voie ventrale et qui indique quelle est l'organisation des parties par rapport au tout. Donc il y aurait une spécialisation de différents réseaux, certains qui extraient squelette, d'autres qui extraient la texture ou l'organisation locale des formes, et la combinaison des deux expliquerait la perception humaine. Alors, je termine là-dessus. D'abord, je pense que vous aurez compris que les réseaux de neurones à convolution sont définitivement écartés comme des modèles, en tout cas complets, de la perception des formes, incluant les formes géométriques. La théorie de l'axe médian, par contre, je pense, a pas mal de choses pour elle. Et mon idée, c'est que la théorie de l'axe médian et le langage de la pensée sont des théories complémentaires. Je pense plausible que la voie dorsale implémente à la fois une extraction des axes, qui est nécessaire pour rendre compte des données de McCloskey, des patients, qui inversent les axes gauche et droite, et aussi un langage mathématique pour les régularités autour de ces axes. Et en fait, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les axes sont utiles, comme la perception des formes biologiques, et là, la notion de squelette de la forme est extrêmement utile. Mais notre proposition concerne plus spécifiquement les formes géométriques abstraites, et là, les axes géométriques ne sont pas suffisants, les axes médians ne sont pas suffisants, et on a besoin de quelque chose comme un langage de la pensée. Une spéculation supplémentaire, il y a des données qui suggèrent que les singes utilisent le squelette des formes. Il y a des données qui suggèrent que le cortex inférotemporal prend en compte le squelette des formes chez les singes. Donc c'est peut-être une capacité assez ancienne et qui correspond à la perception de formes biologiques. Le langage de la géométrie, lui, par contre, est beaucoup plus proche de l'espèce humaine. Donc mon idée, c'est que peut-être depuis très longtemps dans l'évolution, le système visuel comprend une extraction de l'axe médian des formes, permet de comprendre ce que c'est qu'un serpent, par exemple, et de reconnaître la longueur d'un serpent en extrayant la longueur de l'axe médian, mais que dans l'espèce humaine, il y a quelque chose en plus qui est la capacité de comprimer ce squelette, comprimer cette forme en détectant ses régularités. Et que si nous représentons un serpent ou une rivière sous forme d'un zigzag, c'est parce que nous la comprimons encore plus que ne le ferait la représentation de l'axe médian. Dans la représentation de l'axe médian par Heisenberg et collaborateurs ou par Feldman et Singh, il y a la même complexité pour le zigzag et pour un zigzag qui aurait été déroulé avec des angles aléatoires. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent coder chacun des angles de cette forme. Nous pouvons coder qu'il y a une répétition, qu'il y a une régularité. Voilà. Et c'est cette notion de régularité géométrique. Alors, j'aimerais reprendre le diagramme que vous venez de voir, de Heisenberg et collaborateurs. Il suggère que c'est la partie postérieure du sillon intrapariétal qui code le squelette. Nous trouvons que la partie antérieure du sillon intrapariétal a l'air d'être engagée avec les régions du sillon précentral ou préfrontal, la région 44D, dans le frontal inférieur, pour
en quelque sorte, comprimer encore plus les informations sous une forme mathématique, avec des régularités mathématiques. Donc voilà un petit peu où nous mène ce travail. Il y a un dispositif de régularité mathématique fondé sur une sorte de langage de la pensée qui vient en complément de ces systèmes qui existent déjà probablement depuis longtemps dans l'évolution et qui vient les comprimer encore plus que n'était possible auparavant. L'idée de compression d'informations est très présente dans les réseaux de neurones. C'est l'idée essentielle d'arriver à retrouver les éléments clés, les axes clés, en se débarrassant des détails de l'image. Eh bien, notre idée, c'est qu'il y a un système de compression encore plus efficace dans l'espèce humaine. Là-dessus, je vous laisse et je vous remercie de votre attention. Je vous dis à l'année prochaine.